Philippe Artière est historien, directeur de recherche du CNRS à l'EHESS Paris. Il a publié de nombreux essais, parmi lesquels D'après Foucault, avec Mathieu Pott-Bonneville, Mémoire du sida, avec Janine Pierret, Déroute, Accrochage, mais aussi 2 récits parus aux éditions du Seuil, Au fond et Vie et mort de Paul Génie. Aux éditions Verticales, il est l'auteur de l'appareil critique de Intolérable, du groupe Information Prison, de Rêves d'histoire et du recueil Miettes, éléments pour une histoire de l'année 1980. Lundi 27 janvier 2025, Philippe Artière présenté à la librairie Ombre Blanche, À bout portant, Versailles 1972, paru chez Vertical, dans lequel l'historien se souvient de Mohamed Diab, chauffeur routier tué le 29 novembre 1972 au cours d'une rixe au commissariat de Noailles dans les Yvelines, alors que lui-même, résident de Versailles, avait 4 ans au moment des faits. On est ravis d'accueillir ce soir Philippe Artière pour donc son dernier ouvrage que vous avez sans doute vu, donc À bout portant, Versailles 1972, qui vient d'être, qui a été publié il y a quelques semaines chez Vertical. Alors, juste quelques mots pour vous présenter. Donc, vous êtes historien, vous êtes directeur d'études de recherche à l'EHESS et vous avez publié de très nombreux ouvrages qui s'intéressent et qui donnent à voir particulièrement ce que vous avez appelé les archives mineures, comme par exemple dans le livre Des vies coupables qui a été publié en 2010, comme également dans Miettes, qui est de 2016 je crois, qui rassemble... Pour vous donner un exemple, des petites annonces qui ont été publiées dans le supplément de Libération, qui s'appelait Sandwich, et qui couvre en gros l'année 1980. Et puis des ouvrages aussi où très souvent est présente la dimension, des textes autobiographiques, et également une forme d'écriture de soi qui peut être aussi la vôtre. Comme c'est le cas ici, mais comme c'était le cas aussi déjà, par exemple, dans Rêves d'histoire de 2014. Alors, un de vos derniers ouvrages publiés, mais il faut vous suivre parce que vous publiez beaucoup, et j'ai vu qu'en fait 2 autres avaient été publiés entre-temps, c'est Le peuple du Larzac, pour lequel vous étiez venu en 2021. Alors, comme pour ce dernier ouvrage, celui qui est présenté ici comporte dans son titre un lieu, Versailles, qui est le lieu dans lequel vous avez vécu votre enfance. Et donc, on va voir s'entremêler histoire personnelle, votre histoire personnelle. Alors, en regardant le titre... On peut se demander de quoi il s'agit. La partie à bout portant, à la limite, on pourrait même imaginer un titre de roman policier en le lisant comme ça. Ou en tout cas, là, ce serait plutôt l'annonce d'un fait divers. Mais en même temps, vous dites Versailles 1972, pour dater un fait divers, c'est pas tout à fait précis, je dirais. Et d'emblée, en fait, on a l'impression de se placer dans un champ plus large. Et d'ailleurs, en fait, le fait divers, alors on verra s'il faut l'appeler fait divers ou pas par la suite, en question, il intervient à peu près au tiers du livre, hein, c'est la mort, le meurtre d'un ouvrier algérien par la police de Versailles. Et de fait... il m'a semblé qu'il y avait différentes lignes dans votre texte, notamment à partir de la mention de Versailles, la question du rapport au lieu, évidemment, de ce lieu dans lequel vous avez grandi, mais dans cet espace, donc, il y a plusieurs espaces imbriqués, notamment ces espèces de cocons que vous décrivez, qui est un monde à part, la résidence. Vous pourrez revenir pour expliquer un petit peu de plus de quoi il s'agit. Et à travers, en fait, le récit de votre passé familial au sein notamment de la résidence, il me semble que se dessine aussi une forme de
portrait générationnel. Le livre s'ouvre sur le terme de génération, qui, dans son rapport au lieu. Et en fait, le texte, me semble-t-il, est traversé de lieux. Alors, ça commence par les villes nouvelles, par exemple, mais aussi les hypermarchés. Je pense à cet énorme centre donc, de villes nouvelles et centre commercial de Paris 2, et les autoroutes, etc., etc. Donc, un ensemble de lieux, mais qui, me semble-t-il, présente la particularité d'être monocolore, dans ce que vous en dites, tout blanc, très homogène, et finalement, vous le dites un petit peu plus loin, ségrégué. Alors, je ne sais pas si vous pouvez revenir sur cette question du rapport au lieu, et notamment, vous l'évoquez un petit peu dans le livre, essayez de nous dire si il s'agit, ce Versailles, cette résidence, d'un lieu exceptionnel, ou s'il y a une forme de représentativité d'autres espaces français, des villes de France, voilà, où est-ce qu'on est vraiment dans une espèce de microcosme très original. Il y a beaucoup de questions. Merci Isabelle, merci beaucoup de cette invitation à venir parler de ce livre, qui est plutôt un livre d'ailleurs qui est plutôt à lire qu'à parler. Je vous le disais. Oui. Voilà, parce que c'est pas un livre. Enfin, j'y reviendrai. C'était pas un livre très agréable à écrire. Mais je veux revenir sur deux points qui sont à bout portant, et le lieu, et la question de la génération, parce que je pense que c'est un livre d'histoire. D'abord, d'une certaine manière de faire de l'histoire qui ne m'est pas propre, mais qui est propre à ma génération, qui consiste d'abord, maintenant, à aussi aller sur les lieux. Et ça, il y a peu d'historiennes ou d'historiens qui ne vont pas, y compris quand les lieux ont totalement changé, même des antiquisants qui ne vont pas sur les lieux. Cette idée de parcourir les lieux, voilà, sans doute lié à une histoire sensible, sans doute lié à ce nouveau, à cet autre rapport de l'histoire qui ne passe plus forcément, et j'y viendrai, par le sentir les archives. Parce qu'en fait, les archives contemporaines, elles sentent rien. Il n'y a pas de poussière dans les archives contemporaines, c'est Amazon. Enfin, il y a pas. Voilà, c'est ça les archives. Donc le goût de l'archive, maintenant, c'est plutôt le goût d'Amazon, quoi. Pour le dire avec tout le respect que j'ai pour Arlette, mais Farge, mais c'était en 1989. En 2024, c'est Amazon. Donc, et par contre, le rapport au lieu, il est important. J'étais venu ici pour parler du Larzac. C'est et Versailles, où quand j'ai travaillé sur la Moselle et sur les mines, c'est des lieux qu'on parcourt, ou sur la mine la mine de Fouquier et la catastrophe de Fouquier en 1970 et la mobilisation qui a eu lieu là-bas en 70, avec un certain nombre de militants d'extrême gauche, de la gauche prolétarienne notamment. Eh bien, le lieu est important, et c'est un paysage aussi humain. Bon, il se trouve que ce soit le Larzac, que ce soit le pays de la mine ou Versailles, ce sont des lieux qui sont très fortement très singulier, puisque à part les personnes qui sont jamais allées, on va pas dans le Larzac, mais on va sur le Larzac, puisque c'est quand même 800 mètres, et que c'est un désert, qui a été
constituée qui est la suite de l'activité humaine, hein, une désertification. La mine, c'est explorer le sous-sol et tout ce que ça veut dire pour l'histoire. Et Versailles, c'est une ville qui a été construite de toutes pièces. Il n'y a pas beaucoup de villes au monde. Il y en a une en Argentine, il y en a une au Brésil, il y en a une en Côte d'Ivoire, mais il n'y en a pas beaucoup des villes qui ont été... Et Versailles fait partie de ces villes où soudain, quelqu'un a dit « ce sera là ». Et donc, qu'est-ce que c'est que vivre dans une ville qui est un espace qui a été un geste, qui naît d'un geste royal. Et une des choses que je trouvais intéressante, c'était que par ailleurs, il se trouve que mon père étant devenu urbaniste, on allait visiter à peu près tous les chantiers qu'il y avait autour de Versailles, puisque donc on passait du château et du parc de Versailles, pour ceux qui connaissent, je sais qu'il y en a qui connaissent, à des chantiers comme Saint-Quentin-en-Yvelines et autres, Créteil, Soleil. Donc c'est aussi ce rapport-là que je trouvais, qui m'intéresse, c'est-à-dire cette espèce de télescopage entre le passé et le présent, qui est un peu qui revient souvent dans mes recherches. Et puis, à bout portant, ça renvoie à un rapport aux archives. J'ai parlé des archives dans un précédent livre qui s'appelait Le dossier sauvage. J'avais constitué, en laissant entendre que c'était Michel Foucault qui avait constitué le dossier et qu'il m'avait été très gentiment transmis par le compagnon de Michel Foucault, Daniel Defer, un dossier portant sur des vies sauvages. Et où, en fait, j'avais essayé de constituer ce dossier, de foucaldiser ce dossier. Et là, à bout portant, en fait, c'est l'affaire Mohamed Diab, puisque c'est de cela dont il s'agit, de la mort d'un camionneur algérien, qui travaillait plus tellement, qui vivait dans un quartier. Alors, il vivait entre un bidonville, qui est aujourd'hui dans un quartier où il y a eu on va dire le lieu de comment on appelle ça, d'entraînement des équipes olympiques de hippisme. Donc maintenant, c'est un lieu, quand vous y allez, c'est une espèce d'endroit improbable, un club équestre. Et là, il y avait des bidonvilles, des bidonvilles qui étaient une cité de transit. Et puis, de l'autre côté, pour supprimer ces zones insalubres, on a construit, la mairie de Versailles a construit des logements sociaux qui s'appelaient les Jussieu et les Petits Bois. Et donc, une partie de la famille vivait là-bas et lui vivait là. Enfin, bref. Voilà. Il vivait au Grand Chêne. Il vivait au Grand Chêne, qui est cette cité de transit. Et cette histoire, ce crime raciste, c'est-à-dire l'assassinat de Mohamed Diab à la fin novembre 1972. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les années Pompidou. On travaillait à ce moment-là avec Franck Véron à la Contemporaine, qui est l'ancienne BDIC à Nanterre, qui est un haut lieu de conservation des archives contemporaines et notamment des archives militantes, puisque c'est là que, y compris des gens d'ici, ont déposé des archives de la gauche prolétarienne et de l'ensemble des organisations d'extrême gauche, du Secours Rouge, etc. Et on travaillait sur ces archives en vue d'une exposition. Je suis retombé, parce que je l'avais déjà vu, sur l'affaire Diab, mais j'avais jamais associé cet assassinat
au fait qu'il avait été assassiné à Versailles en 1972, alors même que, bon, certes, j'étais un tout petit enfant, puisque je suis né en 68, donc je n'étais pas très grand, mais que l'affaire Diab, en fait, elle dure très longtemps. Elle dure de son assassinat en novembre, en décembre, puis il y a tout 73, on y reviendra, parce que c'est un moment quand même. Enfin, c'est assez curieux de se dire que, en fait, il n'y a eu aucune commémoration de cette vague de crimes racistes en 2023. Il ne s'est rien passé, quoi. Alors que c'était 50 ans où il y a plusieurs dizaines d'ouvriers algériens. Et ça dit, et en plus dans le contexte dans lequel on est, où l'Algérie est vraiment redevenue un ennemi, c'est quand même assez sidérant, et que le consulat d'Algérie à Marseille a été l'objet d'un attentat l'été 73, avec des morts. Enfin, c'est quand même assez rare qu'un consulat étranger en France soit l'objet d'un attentat. Enfin, vous imaginez aujourd'hui, ça ferait. Enfin, c'est très rare dans l'histoire. Et pourtant, bon, bah, c'est quelque chose qui est passé sous silence. Donc, ce dossier, en fait, à bout portant, je me le suis pris un peu dans la gueule pour parler très familièrement. Contrairement à d'autres parce que les vies sauvages ou les vies coupables, qui était ma thèse, mais qui était 96, donc vous voyez, c'était il y a 30 ans. C'est des dossiers qui m'ont été comme donnés, apportés par Philippe Lejeune en l'occurrence, qui est un chercheur en littérature, enfin l'inventeur du pacte autobiographique, donc comme ça donnés. Et alors que là, c'est quelque chose que je n'avais pas vu venir. Et en plus, le à bout portant, il porte sur le fait que vous n'êtes pas sans vous souvenir que en juin 2023, Naël à Nanterre a été tué par des policiers, et à quelques dizaines de mètres en fait de la contemporaine. Et là où on travaillait avec Franck sur tout ça, donc il y a une espèce de télescopage très fort entre à la fois c'est pas des bavures, hein, ça s'appelle la violence policière structurelle, comme il était d'ailleurs dit à l'époque, et à l'époque en 1972, et cet assassinat, qui est un assassinat dans un commissariat qui n'est pas un commissariat de quartier, qui est le commissariat central de Versailles, qui est sur l'avenue de Paris. Et l'avenue de Paris, c'est celle qui mène, en gros, de Paris au château, quoi. On tombe sur le château. Et c'est la plus large, une des avenues les plus larges d'Europe. Avant, voilà. C'est plus large que les Champs-Élysées, disent les Versaillais, et c'est moins large que les avenues à Bucarest. Mais bon, ça. Mais c'est quelque chose de très. Et puis, il y a plein d'institutions de chaque côté. Et notamment, il y a des octrois, puis le lycée La Bruyère, puis ce commissariat, la prison, la préfecture, la mairie, le palais de justice. Donc il y a toute une histoire sur cet espace-là. Et donc je suis retourné à Versailles. Donc c'est un peu un retour à Versailles, même si j'ai une mère encore qui y vit, dans cet endroit que vous avez évoqué, qui est donc ce qui s'appelait, comme dans plein d'autres endroits, une résidence. C'était même la résidence. Et là, c'est la résidence. Voilà. Oui. Pour nous, c'était la résidence, au sens où il n'y en avait qu'une. Mais il y en avait d'autres. Je les évoque. Il y avait Grand Siècle. Il y avait d'autres résidences. Paris 2 était aussi une résidence qui était un peu plus loin et qui devait s'appeler Paris 2. Donc c'est pour vous dire un peu sur malentendu, Paris 2, ça passe. Oui, mais qui est resté un lieu très 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 singulier. Donc
le point de départ c'est évidemment cet ensemble d'archives qui viennent en fait, j'ai retrouvé dans un fonds qui est un fonds lié aux fondateurs du mouvement des travailleurs arabes, du MTA. Le MTA, c'est une organisation qui naît vraiment à ce moment-là, à la Goutte d'Or, où il y a eu un premier crime qui a été dont on a beaucoup parlé, c'est l'assassinat d'un jeune garçon par un concierge. Et c'est l'affaire Djelali. Et cette affaire, elle mobilise beaucoup d'intellectuels. C'est ces fameuses photos de Sartre, Genet, Foucault, Mauriac, qui évoquent très largement Claude Mauriac dans Le Temps immobile, qui est cette espèce de journal à l'envers. On cherche toujours à remettre dans le bon sens pour retrouver les choses, mais qui est en soi une construction assez passionnante. Mais dans Le Temps immobile, il est question largement de l'affaire Djelali, donc en juin 72, et en novembre, fin novembre et début décembre, de l'affaire Diab. Et en fait, il y a une pétition de plus de 150 intellectuels, on va dire tous les intellectuels de l'époque, y compris, on l'évoquait, une historienne comme Michel Perrault, parce que c'est le moment aussi, c'est Vincennes, mais c'est aussi la création de Jussieu, avec Jean Chénault, avec tout un ensemble de figures. Jean Chénault, c'était un spécialiste de l'histoire du Vietnam, mais qui était très Mao, et qui lui, il va à Versailles et il interroge la mère et la femme et la sœur de la victime de Mohamed Diab. Et puis tout un ensemble de gens, il y a une manifestation au métro Bonne Nouvelle, enfin il y a beaucoup de et c'était ce contraste là entre tout ce qui s'est passé après et le silence qui a toujours régné dans la résidence sur ça. Mais on voit d'ailleurs dans le livre, vous évoquez le meurtre, et puis après on reprend la déambulation dans Versailles comme si effectivement rien ne s'était passé. Et en même temps, en fait, tout au long, avant d'arriver au moment où vous évoquez le meurtre de Mohamed Diab, vous instillez des espèces de décalage, de moments qui rompent un peu avec l'homogénéité quand vous évoquez, vous insérez une archive de l'entretien d'un jeune Portugais de 16 ans qui dit qu'en fait les enfants français sont racistes. Un peu plus loin aussi, vous évoquez dans cette très grande homogénéité où tout le monde est blanc dans la résidence, la présence de deux familles la famille japonaise, je crois, et puis portugaise, qui sont les concierges, qui rentrent aussi dans les stéréotypes de l'époque. Mais plus loin, vous laissez aussi entendre, quand vous évoquez Paris 2, que peut-être aussi il y aurait des relents d'antisémitisme, quand vous évoquez votre propre famille, et en tout cas une forme de colonialisme persistant avec... alors je pense par exemple à l'exemple que vous prenez du magasin Pierre Import, où donc clairement on est un petit peu dans ça. Et puis on en arrive à ce meurtre, et on a l'impression qu'à partir de ce moment-là, en fait, il y a un lien qui s'établit entre ces lieux que vous avez évoqués et puis tout un autre ensemble de lieux, les foyers Sonacotra, les bidonvilles, vous venez de les évoquer avec l'endroit, enfin non, c'était pas exactement la même chose, mais où vivait Mohamed Diab, donc la cité transit, mais qui était quand même en fin de parcours. Après, vous revenez plus longuement sur les bidonvilles plus loin, mais on a l'impression, voilà, que ces espaces, ils sont complètement cloisonnés, mais qui sont imbriqués à la fois, et que le lien entre eux peut passer par ce meurtre, comme un rappel violent en fait de l'existence d'un autre monde.
Est-ce que c'est ça aussi qui fait que ça a provoqué ces espèces de chocs que vous évoquez et dont vous dites qu'il est souvent à l'origine de vos travaux d'histoire Versailles a une particularité, c'est que l'histoire lui passe dessus, quoi. Enfin, Versailles, c'est quand même, bon, comme beaucoup d'entre vous le savent, c'est la répression de la Commune de Paris. C'est quand même le lieu où il y a eu une grande prison où Louise Michel est passée, les pétroleuses. Bon, tout ça, Versailles n'en fait pas gloire, mais en même temps, ça pourrait être un lieu. On pourrait venir voir, exactement comme on va au Père-Lachaise, on pourrait aller à la gare des Chantiers, visiter ce lieu-là, parce que c'est un lieu de mémoire historique, un lieu de lutte. Bon, ça n'existe pas. Il y a comme ça un certain nombre d'événements qui ne passent pas, puisqu'ils butent sur le château. Le château, c'est l'histoire par excellence. C'est ce lieu de passé, en fait. Et comme si toute l'histoire d'ailleurs de la République venait s'écraser sur le château, avec cette géographie particulière, puisque en fait je l'écris un peu comme ça. Je dis, en fait, c'est l'histoire à l'envers, quoi. C'est-à-dire qu'on va pas vers la République, on va vers la royauté, quoi. Alors, ça peut paraître marrant, mais en fait, ça ne l'est pas. C'est ça qui est, parce que je cherchais pas à ce que ce soit drôle, en fait, le début du livre, le fait ces résidences étaient des communautés, mais des communautés de droite, et d'ailleurs qui ont beaucoup mieux résisté que les communautés d'extrême gauche, parce qu'encore aujourd'hui elles sont debout, et tout le monde paye ses charges, et le tennis est bien entretenu. Et d'une certaine manière, il y a une vie communautaire qui est liée à la paroisse, à tout un ensemble d'autres communautés, mais cette communauté-là, c'est une communauté, comme vous le disiez, très homogène, puisque de fait, tous les gens qui vivaient là avaient les mêmes revenus. Et par ailleurs, on vivait pas tous dans le même appartement, mais on vivait tous dans le même appartement. C'est-à-dire dans le même, on passait d'un étage à un autre, et en fait, on cherchait jamais les toilettes, quoi. Pour le dire, de toute façon, c'est des appartements, mais c'est la même chose dans les grands ensembles. Mais la grande différence, des grands ensembles, c'est que, on avait un parc, un tennis, et que c'était c'était une sorte de cocon, comme vous l'avez, c'est pas forcément, j'aurais pas pensé, mais un cocon qui était très à distance, qui s'ouvre ensuite, plus on grandit, plus il s'ouvre, mais il faut imaginer quand même qu'à Versailles, en 1973-74, les écoles, 75, 76, les écoles étaient non mixtes. C'est-à-dire, il y avait encore et dans le public, je parle du public, évidemment le privé, et puis par ailleurs, à Versailles, contrairement à plein d'autres endroits, la séparation entre public et privé, c'était une séparation quasiment idéologique. Il y avait l'idée qu'on faisait élever ses enfants dans un monde. De toute façon, le monde était chrétien. Et puis vous rappelez que la seule manifestation qu'il y a eu, ou à peu près, c'est celle pour la défense de l'école. Oui, c'est la grande manifestation. De 84. De 84, Savary, contre la loi Savary. C'est le seul. Depuis, malheureusement, ils se sont remobilisés, mais ils auront deux grands souvenirs politiques dans leur histoire, ce qui est pas beaucoup. Mais je le dis sans. Enfin, si, avec une certaine.
c'est pas des gens. Enfin, Versailles n'est pas une ville sympathique. Mais le livre n'est pas non plus agressif à l'égard de Versailles. C'est plutôt l'idée. Il est plutôt agressif à l'égard de moi plutôt que de. C'est comment, en fait, dans ce monde-là, qui est un monde fermé sur lui-même. Et surtout rythmé par les mêmes événements, avec les mêmes activités pendant les vacances, d'autres lieux, mais qui sont assez semblables, c'est-à-dire oui, c'est un entre-soi, mais un entre-soi qui n'est parce que des entre-soi, il y en a beaucoup. Nous, on le sait, à l'université. Hein. Mais il y a toujours des entre-soi. Mais là, cet entre-soi, c'est un entre-soi. C'est une conscience. C'est ce qu'on appelait autrefois une conscience de classe. Bon, maintenant, on n'appelle plus ça une conscience de classe, mais c'était une conscience de classe où il y avait un accord sur les croyances, sur les dépenses, sur ce qui était acceptable et ce qui ne l'était pas. Le schéma familial aussi, voilà, qui est très un schéma patriarcal. familial, un patriarcat, enfin, tout un ensemble d'éléments qui étaient déconstruits ailleurs, mais pas du tout déconstruits là. Et donc, il y a cette résidence en plus qui encercle. Alors évidemment, ça crée une sorte de pour écrire sur un sac, c'est plus facile et qui est traversé par cet événement qui progressivement, en fait, c'est plutôt la rencontre en 2023 qui vient faire remonter des éléments dans ce qui est pas du tout c'est pas un récit d'enfance, hein, le texte. C'est plutôt, ce serait plutôt de dire ah oui, mais il y avait telle et telle figure. Et c'est assez curieux parce que par exemple il y avait un marchand de légumes, de primeur comme on disait autrefois, dans la rue commerçante, et il était réunionnais. Et il appartenait à cette génération d'enfants réunionnais qui ont été pris à leur famille par la DAS et emmenés en France hexagonale. Vraiment typiquement un geste colonial de prédation. Et cet homme, Christian, qui avait été d'abord dans la campagne, je pense, et était venu à Versailles et avait trouvé un... Mais c'était Christian, et donc Christian et cet homme-là, c'est assez bizarre parce que j'ai une collègue que je connais vaguement qui m'a dit, mais c'est incroyable, tu m'as fait... Christian, mais oui, Christian, bien sûr, tellement, finalement, en fait... des personnes noires à Versailles, en tout cas dans notre quartier, il n'y en avait pas beaucoup, quoi. Il n'y en avait même pas. Voilà, donc il y avait cette figure. Et ce que ce que je dis, c'est que comme il était très souriant et très, très gentil avec nous, l'idée c'était que tous les noirs étaient gentils, quoi. Puisque lui était gentil. Et ça valait pour à l'inverse aussi. Ouais. Donc une sorte de rapport extrêmement pour le coup exotique à l'autre. Mais justement, oui, vous disiez c'est pas un récit d'enfance. Effectivement, en fait, on a l'impression que vous posez plutôt des éléments qui montrent comment se construit ce que vous appelez un racisme ordinaire, inconscient. Enfin, et c'est avec un certain nombre de paroles de déni. Et je pense, par exemple, aux publications que vous citez de toutes les nouvelles de Versailles, par exemple, en 71. Là, il y a un déni aussi par rapport à
je crois que c'est aussi un crime raciste qu'il y a eu. Et puis, vous évoquez les déclarations de Valéry Giscard d'Estaing un peu plus tard. Vous évoquez aussi, qui avait invité des éboueurs racisés. Alors, donc, du coup, il disait non, il n'y a pas de racisme. En gros, il y avait quand même eu la loi Pleven qui avait été prise, donc c'est qu'il y avait quand même un petit souci. Vous évoquez aussi dans ce la loi Pleven, on l'oublie, c'est assez étrange parce que Pleven et Marcellin font voter une loi anti-casseurs en 70 et en 71, 72, Pleven, c'est l'homme du général de Gaulle, de Londres, etc., fait voter une loi, la première loi contre le racisme et l'antisémitisme. Ouais. Qui dit quelque chose au moment où vont éclater tous ces crimes racistes, notamment dans le sud de la France, avec des gens les gens qui participent à ces crimes sont des anciens du SAC, du service d'action civique, qui avait quand même été créé en 58 pour protéger le général de Gaulle. C'est pas donc tout ça et aussi ces années Pompidou qui sont très négligées historiographiquement parlant et qui sont très intéressantes parce qu'en dehors du centre Pompidou et de l'hôpital Pompidou, plus personne ne se souvient très bien de ce qui s'est passé à ce moment-là. Oui, donc vous montrez tout ça, ce déni, vous montrez aussi, vous venez d'évoquer le cas de Christian, le primeur, et donc comment se construisent des stéréotypes. Alors, vous avez dit, tous les Noirs doivent être souriants par nature. Ensuite, vous avez 2 camarades, entre guillemets, maghrébins, dont les parents sont sympas, donc tous les maghrébins sont accueillants. Il y a aussi l'image des petits Cambodgiens, les petits Cambodgiens, diminutifs, c'est un peu plus ou moins affectueux, mais en fait, qui sont travailleurs, forts en maths, qui sont des victimes, etc. Donc là, on a une espèce de multiplication des stéréotypes qui sont évidemment aussi une mise à distance, une forme d'essentialisation et qui ça m'a fait penser à quand Nadine Morano disait oui non mais moi je suis pas raciste, j'ai un ami noir. Il y a un peu de ça, mais ce qu'on voit aussi c'est que c'est très très large parce que vous évoquez, alors ça m'a vraiment absolument passionné, le manuel d'alphabétisation des étrangers qui arrivent en France c'est une association d'extrême gauche, c'est ça, qui les met en place. Et je voulais juste lire, ou si vous voulez le faire, mais il y a un tout petit... Il y en a pas. Il y a tout un... ça revient parce que la France est raciste, mais on le sait. Elle est tristement raciste. Vous montrez bien comment ça se construit. Mais elle est aussi... le discours de l'extrême gauche, il est aussi raciste. Je lis juste le tout petit passage. Ali, donc c'est supposé être utilisé pour apprendre à parler, à écrire le français. Ali a quitté le Mali, il a mal. Ali a quitté le Mali, il a un lit, il a un travail. Madani et Ali ont le même travail. À midi, Madani dîne avec Ali. Au chantier, Diallo a mal au dos. Madono donne une cigarette à Diallo. Ahmed est le pilote de la benne. La benne est en panne. Ahmed travaille à la pelle. Et c'est multiplié. Il y a des passages qui sont quand même assez sidérants. Mais effectivement, à la fois vous dites, c'est pas un récit d'enfance, c'est quand même plutôt tourné aussi contre ce que vous désignez comme votre propre racisme, mais c'est quand même aussi quelque chose comme une déconstruction, une analyse de ce racisme généralisé dans un moment qui est aussi celui où apparaît le Front National, où se développe le Front National, et où en fait on a aussi, ce que je trouve intéressant, c'est que vous montrez bien comment s'établit une forme de hiérarchie aussi entre les étrangers. Donc ces petits Cambodgiens, on peut les accueillir. Bon, les autres, c'est pas. On va le retrouver aussi dans la politique menée pour le logement, avec les familles évoluées et puis les autres. C'est vrai que c'est assez effrayant et en même temps, on a l'impression que tout ça est fortement concentré à Versailles, qui apparaît comme une espèce de centre névralgique de l'extrême droite. Et en fait,
c'est un... Enfin, moi, je pensais que c'était à Versailles. Ouais. Et en fait, les retours que j'ai eus de plein, enfin de pas mal de gens, d'ailleurs assez bizarrement, plutôt par mail, ce qui m'arrive jamais, c'était ah non mais moi, ce que tu as décrit, c'est pas du tout à Versailles et c'était exactement la même chose. Et là, j'étais dans les archives du Val-de-Marne. Dans les archives du cabinet du préfet la semaine dernière sur les bidonvilles qui sont des bidonvilles portugais le 26 février je crois quelque chose comme ça 1972 il y a 5 morts dans un bidonville portugais. Bon, ça apparemment ça déclenche pas une émotion dingue hein. Et ça déclenche d'ailleurs aucune réaction. Faut dire que du côté de l'extrême gauche, c'est complètement contemporain de l'assassinat de Pierre Auvernet. Donc Pierre Auvernet, qui est un militant maoïste, qui est assassiné par un vigile de la Régie Renault. Donc c'est autre chose. Enfin voilà, c'est pas le sujet. Mais cette question du racisme, en fait, je n'évoque pas le racisme avant. En fait, on est raciste qu'à partir du moment où soudain on se dit, ben non, en fait, le monde n'est pas tel que je le voyais. Et donc, en fait, le moment où comment dire, la notion même de racisme, elle apparaît quand, comme beaucoup, enfin là aussi c'est une expérience que beaucoup de gens ont fait, quand de toutes sortes d'endroits, on prenait le RER et qu'on arrivait aux halles. Et la sortie des halles était un moment assez... qui déniaisait en fait notre innocence raciale, quoi. Et il y avait, et je les appelle comme ça, ces grands types noirs. Et qui est ces inquiétants grands types noirs. Et là, et c'est pas très, enfin, c'est pas glorieux d'écrire ça. Enfin, c'est pour ça que, bon, là, c'est une rencontre en librairie, mais en fait, j'en ai pas fait. Enfin, parce que c'est un peu, voilà, c'est pas, enfin, je le dis en souriant sans sourire, c'est que, de fait, revenir sur ce moment où on découvre qu'en fait, bon, on a été raciste parce que il y avait soudain cette altérité qui était pour des raisons éducatives, sociales, qui était soudain extrêmement je dirais dangereuse. Enfin, c'est vraiment ce que dans un tout autre champ, je pense à Franco Basaglia et à la psychiatrie, sur la dangerosité. La dangerosité, elle s'invente par l'institution. Et là, l'institution, c'est la résidence. C'est ce catholicisme bontain, c'est le CCFD, c'est le bol de riz, c'est tout ce que on faisait. Et c'est pas non plus, comment dire, c'est pas, oui, on lisait le courrier de l'UNESCO. Enfin, je veux dire, c'était, voilà. Et puis, puisqu'il y a une vieille amie, Caroline, mais qui est arrivée après, quand j'étais déjà au collège. Mais vous arriviez du Brésil. Mais vous étiez dans une autre résidence donc, que j'évoque, qui est Grand Siècle, qui est le fameux Grand Siècle, qui est tout en marbre et qui est plutôt le lieu des expatriés, enfin, où il y avait des sociétés qui avaient des appartements d'expatriés. Donc là, il y avait le monde, il arrivait par là, où il arrivait par certains des pères qui voyageaient. Vous dites d'ailleurs que vous, dans votre résidence, on ne vous expatrie pas. Ouais, nous, on ne nous expatrie pas, sauf il partait à l'étranger, non. Et mon père, lui, il est souvent allé dans nos colonies, c'est-à-dire en Martinique, en Guadeloupe, et du coup, j'introduis aussi cette manière dont
son regard à lui, d'Aveyronais, par rapport à ces territoires, était aussi un regard très naïf d'un paradis perdu, quoi. Et les photos, elles sont très belles, mais elles sont... Il y a des enfants qui jouent, il y a des sourires, etc. Et derrière, il y a les masures, quoi. Enfin, c'est quand même... c'est des départements, puisque à partir de 45, c'est des départements qui sont complètement... Enfin, là, on découvre maintenant qu'ils sont pauvres. C'est quand même génial. Enfin, oui, et sur les photos, il n'y a pas de blanc, pour le coup. Non, il n'y a pas de blanc, pareil. Il n'y a pas de blanc. Mais et c'est étonnant parce que votre père, vous dites à un moment donné que quand il travaillait en Lorraine, il avait peur lui-même d'être racisé, d'être pris pour un Nord-Africain. Bon, le terme traverse le livre, et notamment pour désigner Mohamed Diab dans la presse. Et du coup, ça n'a pas du tout déclenché chez lui de conscience ou d'attention particulière à cette question du racisme. Alors, mon père est assez absent c'est lui qui nous emmène au dehors. Sans faire de psychanalyse sauvage, je pense que c'est quelqu'un qui a quitté l'Aveyron parce qu'il devait partir et qui s'est retrouvé en Lorraine quand on vient du sud Aveyron, quand on se retrouve en Moselle, faut un peu imaginer un Toulousain en Normandie. Non mais j'en ai vu moi des Toulousains en Normandie, ils sont restés 1 an. Donc non mais un déracinement et une distance aussi par rapport à ce milieu-là, qui n'était pas la situation de ma mère qui venait de la bourgeoisie, qui vient de la bourgeoisie provinciale et qui est tout à fait en phase en fait avec la bourgeoisie versaillaise, parce que c'est une bourgeoisie plutôt Versailles étant la capitale de la France, comme vous le savez, mais une capitale provinciale, qui est un peu, dans cette géographie-là. Et mon père, quand il se retrouve effectivement pendant la guerre d'Algérie, célibataire, et Aveyronnais, plutôt, un Aveyronnais au teint mat, voilà, en tout cas c'est ce qu'il disait, sachant que Metz était était à l'époque une ville de garnison où il y a eu des ratonnades, ce qu'on appelait des ratonnades. Enfin, c'est aussi toute cette histoire-là qui est très frappante en fait pour les historiens et les historiennes du contemporain, qui peut vous paraître très étrange aujourd'hui, mais c'est que en fait, quand on a fait nos études d'histoire, l'histoire coloniale et l'histoire de la guerre d'Algérie n'avait pas cette présence-là. Et au fond, ce qui me trouble avec c'était déjà le cas avec le Larzac, mais avec d'autres, ou avec Fouquier-les-Lances, c'est la présence en fait de ce qu'on appelait l'Afrique du Nord. Et ou que ce soit même, on découvre que l'ancêtre professeur de droit, en fait, son premier poste c'était à Alger. On découvre que, en fait, l'Algérie, le rapport non seulement le rapport à la colonisation il est très fort, puisque la Troisième République, on a toujours été formés dans l'idée que la Troisième République, c'est l'alphabétisation, c'est Ferry, tout ça, mais le deuxième pied, c'était surtout la colonisation. Et ça, c'est venu au fur et à mesure, parce que de plus en plus, on s'est intéressé à cette histoire-là, et toute l'histoire contemporaine est marquée par ça, y compris quand on vivait à Versailles, en fait. On voit bien là en fait, au moment de la mobilisation après le meurtre de Mohamed Diab, donc déjà effectivement présenté comme le Nord-Africain, comme cette espèce de, il y a
quand même une connexion qui se fait dans la mobilisation avec la question de la guerre d'Algérie. Ceux qui vont se mobiliser sont des gens qui ont été quand même assez largement impliqués dans la lutte en faveur de l'indépendance algérienne, contre la colonisation. Donc, on parlait tout à l'heure de Michel Perrault, mais c'est Gisèle Halimi qui va défendre la famille de Mohamed Diab pendant 7 ans et demi, je crois. Hein. Donc, il y a quand même là des liens très forts qui existent, et c'est comme si c'était une espèce de, tout le temps sous la surface. Mais est-ce que ça tient aussi au fait que à ce moment-là, la guerre d'Algérie, c'était pas une guerre d'Algérie précisément, elle n'était pas encore nommée comme ça. Elle avait un statut quand même assez particulier encore dans la mémoire. D'abord, j'en parle pas de cela parce que, en l'occurrence, mon père n'a pas fait la guerre d'Algérie parce que il était officier de réserve et donc il avait fait son temps. Mais son frère avait fait la guerre d'Algérie, et la guerre d'Algérie, c'est quand même quelque chose qui, là, on voit émerger tout un ensemble d'archives nouvelles qui sont des archives personnelles, puisque en fait la génération qui a fait la guerre d'Algérie commence à mourir, et donc les enfants se retrouvent avec des photos du contingent, tout un ensemble de choses comme ça. Par ailleurs, ce que vous disiez sur la pétition, c'est que la pétition est ouvertement en lien avec la guerre d'Algérie. Et elle évoque vraiment la colonisation, et ce texte est très clair. Il y a une continuité entre la police coloniale et la police française, comme il y avait une continuité entre la police de Vichy et la milice et la police en 68. Mais en 68 aussi, parce que quelqu'un comme Alain Gesmar, on oublie qu'en fait qui était un syndicaliste qui était plus vieux que les autres, plus vieux évidemment que Cohn-Bendit. Eh bien, il avait été à l'UNEF au moment de la guerre d'Algérie, et il était connu comme un des militants anticolonial. Et en 68, il se retrouve là, et en 70-72, il est à la tête de la gauche prolétarienne quand même. Donc il y a ces parcours-là où un Robert Linhart qui est pied rouge, c'est-à-dire qui va après l'indépendance algérienne s'installer en Algérie pour aider la révolution, comme un certain nombre de gens aussi très, il y a des Antillais qui vont en Algérie dans les fermes pendant 1 an ou 2 ans. Et ça, c'est toute une histoire aussi. Ces liens-là sont un peu oubliés. Et ce qui est très frappant là, c'est combien surtout dans la crise dans laquelle on est, c'est il y a un rapport là très très, moi que je trouve même que qui est même nourri très largement dans la presse, de tensions très fortes avec l'Algérie, et avec une sorte d'amour, de folle passion pour le Maroc, qui serait le pays, et le lien en fait avec l'Algérie. À travers le livre, on voit aussi comment il est problématique en fait. Et il se trouve que parmi les échappés, il y avait un ami d'enfance que je vois toujours, dont le père était pied noir, mais pied noir tunisien. Donc on allait, quelquefois ils m'emmenaient, et eux les parents lisaient Libé, comme tes parents. Mais c'était grand siècle, mais eux ils lisaient Libé dans la résidence. Ce qui était carrément, ça veut pas dire que mes parents lisaient le Figaro tous les jours, parce que c'est pas cette droite-là. C'est pas la droite de Rotaillot. Vous voyez, c'est une droite qui était une droite bon teint. Une droite qui c'est pas, donc il y avait ce, et donc on partait à Belleville, et à l'époque Belleville,
moi, j'avais jamais vu. Enfin, c'est pas le Belleville d'aujourd'hui. Hein, enfin, donc, c'était voilà, c'était un autre monde. Et donc, c'était aussi des moments d'essentialisation, quoi. Parce que pour moi, ça devenait comme si je partais à l'étranger, quoi. C'était pas. Oui, c'est ça, c'est possible parce que c'est pas à Versailles, oui. c'est pas le même pays en quelque sorte. Non, c'est pas le même pays. On prend le tunnel, hein, on prend le tunnel de Saint-Cloud. Enfin, cette expérience de partir de Versailles, et on arrive, c'est Paris, mais c'est à 12 km, mais en fait, il y a un siècle, 2 siècles. Voilà. Donc ce sont les étrangers qui viennent à Versailles pour visiter le château. Ouais. Parce que ça, c'est aussi très, 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 très important. Donc, en fait, entre ce qu'il faut dire quand même, c'est que entre cette mobilisation qui a eu lieu donc à Paris, boulevard Bonne Nouvelle, qui est restée célèbre, mais sans le motif de la mobilisation, c'est-à-dire sans le fait que c'était une manifestation pour dénoncer ce crime raciste, elle est restée célèbre parce que c'est le seul moment où Foucault, Genet, Mauriac ont été embarqués. Et donc ils sont embarqués par la police. Évidemment, assez vite le soir, enfin ils sont libérés. Mais la lutte continue un peu en 73. Et puis après, c'est surtout Gisèle Halimi avec un avocat payé par le pouvoir algérien qui est au barreau d'Alger, qui se met partie civile en fait. Et jusqu'en 80, il y a trois procès. Et en fait, ça finit sur un non-lieu. Donc et ça finit en 80 sur la relaxe du sous-brigadier. Donc c'est pas du tout. Enfin, en plus c'est pas. Comment dire, ça n'aura pas été une lutte victorieuse. Il y a des luttes victorieuses, mais celle-là ne l'a pas été. Et c'est d'autant plus troublant. Ce que vous disiez aussi sur la question de la guerre d'Algérie, à Versailles, c'est aussi le lieu où le Front National va soutenir le tireur, où on va avoir une mobilisation en faveur de ce sous-brigadier, hein, c'est ça, ouais. Et d'une certaine manière, on retrouve quand même ce qui est, je pense, toujours présent, c'est-à-dire dans l'extrême droite française, c'est le rapport problématique à la guerre d'Algérie, voire la nostalgie de l'Algérie française, de l'Algérie coloniale. Et là, en fait, ça se dessine de manière de plus en plus claire, je trouve, au fil de l'ouvrage, à quel point, en fait, c'est quand même aussi ce qui sépare, de cette manière, l'extrême droite du reste de l'échiquier politique. Une absence d'évolution dans le discours sur le rapport à l'Algérie française et à l'Algérie comme colonie. Alors, pour être exact, depuis, j'ai appris par des amis protestants qu'il y avait eu un comité, Mohamed Diab, côté protestant en fait. Donc il y a eu ça j'avais lu qu'il y avait eu une marche blanche par les habitants du quartier, mais il y a eu un comité au centre, ce qui s'appelle toujours le centre 8, qui est un lieu communautaire, et donc bon, il y a ça qui a quand même existé. Donc c'était bien aussi parce que en interrogeant, parce que j'ai un peu interrogé des gens de la génération de ma mère pour savoir, y compris ma mère, elle n'avait aucun souvenir de cette affaire. Et donc il y a cette montée du Front National
puisque qui a une généalogie quand même, il faut jamais oublier, qui est Ordre Nouveau. Donc il y a tous ces, c'est pas comme si ça sort du chapeau. Et Ordre Nouveau, les meetings du début des années 70 sont des meetings extrêmement violents, puisqu'il y a des combats de rue avec les membres de la Ligue communiste et puis d'autres organisations, et puis la police qui fait son choix, et cette histoire-là, c'était aussi, je ne voulais pas la faire, parce que on va peut-être finir par là, c'est-à-dire que mon idée, c'était pas de faire comme je faisais, comme j'avais déjà fait, par exemple, pour une mutinerie aux États-Unis, à Attica, en 1971, c'est-à-dire toute une enquête sur ce qui s'était passé, une archéologie, tout ça. Je voulais pas faire ça sur Mohamed Diab. J'aurais pu le faire. Et c'était pas mon point, parce que d'autres le feront, parce que on a parlé des mobilisations, mais en fait il y a 2 films qui circulent dans la nature, qui ont été faits, et il y en a un, je pense l'avoir localisé, et peut-être qu'il y en a d'ailleurs à l'excellente Cinémathèque de Toulouse, où il y a beaucoup de choses, mais militantes, y compris militantes. Mais c'était pas l'objet. L'objet, c'était vraiment de se dire, mais qu'est-ce que c'est, et puis aussi de réfléchir comme historien à un historien qui n'aurait pas la mémoire de son temps. Voilà. Et du coup, voilà. Alors oui, vous dites effectivement que vous ne voulez pas faire un contre-dossier Diab. Et donc, vous définissez, je voudrais peut-être lire le passage, à moins que vous vouliez le lire vous-même, comme vous voulez. De toute façon, je ne sais pas, parce qu'après, on va, j'imagine, discuter un petit peu. Oui, bien sûr. Ouais. Et donc, vous écrivez, ici, je ne fais pas une enquête en historien, c'est un autre travail que je mène. Ma question n'est pas comment est mort Diab, mais pourquoi cet événement a été et est demeuré si longtemps étranger à mon existence. Comment peut-on, à ce point, être aveugle et sourd, ne pas sentir ces pratiques d'exclusion, de discrimination, de stigmatisation ? Il ne s'agit pas pour autant d'un travail d'introspection dans mes souvenirs d'enfance et d'adolescence privilégiés à Versailles, ça vous l'avez montré. Je veux simplement mettre au jour tous les éléments de cette nécropole enfouie. Cette fois, je n'ai ni la précaution ni la précision de l'archéologue. J'écris à coups de pelle. J'écris à coups de pelle, non sans brutalité envers le premier concerné, le jeune insouciant que j'ai été. Je fouille pour exhumer ce qui n'est pas beau à voir. Je creuse. Pensant à l'artiste Gordon Matta Clark, lorsqu'il a creusé en 1977, dans la cave de la galerie parisienne d'Yvon Lambert, un puits sans fond. Le silence sur l'affaire Diab révèle plus qu'une indifférence, plus qu'un déni, un geste d'enfouissement. Je creuse mon trou. Effectivement, on peut mesurer que ça n'a pas nécessairement été un ouvrage très agréable à écrire. Et en même temps, vous ne finissez pas complètement là-dessus. On pourrait y revenir si vous voulez, mais à mon avis, la fin, elle est vraiment après les chapitres, elle est après les remerciements, et elle est inscrite en lettres majuscules, où vous dites « Nous devons entrer en guerre contre nous-mêmes. Je ne sais pas où cette guerre va nous mener, ni si elle finira un jour, mais il faut la déclarer. » Alors, comment est-ce qu'on peut mener cette guerre ? Est-ce que c'est une guerre parce que vous dites « nous », est-ce que c'est chacun doit mener cette guerre individuellement ? Est-ce que c'est nous, tous ensemble, qui devons la mener ? Et comment ? Parce qu'en fait, il y a une dimension quand même un peu programmatique, je dirais, dans votre texte. En tout cas politique, c'est sûr. Je pense que ce nous, c'est nous, de nous qui vivons sur un territoire. Nous, Français de papier, c'est nous, c'est un nous ensemble avec un
avec une forme de bannissement, je pense, du métissage. Voilà, avec cette idée que, et il me semble que c'est un des éléments, parce que ce que vous avez pas lu, mais je vais juste lire ça, mais je vais c'est une citation de Jean Genet qui défend Angela Davis, et je sais pas si autrement allez le voir ce soir sur internet, parce que c'est une séquence hallucinante. Et Genet dit ceci, il dit donc Angela Davis est en prison. Angela Davis à l'époque est militante des Black Panthers, et George Jackson, son amant, vient d'être assassiné. Et il dit ceci, c'est le pont en fait entre l'Amérique et la France à ce moment-là, Genet. Donc tout est en place, vos flics, votre administration, vos magistrats qui s'entraînent tous les jours, et vos savants aussi, pour massacrer les Noirs. Tous. Ensuite les Indiens qui ont survécu. Ensuite les Chicanos. Ensuite les radicaux blancs. Ensuite, je l'espère, les libéraux blancs. Ensuite les blancs. Ensuite l'administration blanche. Ensuite vous-même. Alors le monde sera délivré. Et il le dit très sérieusement, et je crois que ça télescope quand même très fortement une actualité à laquelle on ne peut pas être insensible aujourd'hui. Merci beaucoup. On va peut-être laisser la parole. Merci. Ça laisse ceux qui veulent intervenir. Question. Vous voulez intervenir, prendre la parole. Bonsoir, merci. Merci pour ce livre que j'ai trouvé extrêmement salutaire quand je l'ai lu. Et j'avais si j'aurais une question sur la manière dont il s'est construit. Parce que vous nous avez expliqué que c'était pas un livre autobiographique, et pourtant il y a quand même aussi un jeu qui parle. Isabelle le remarquait. Je trouve que ce qui est très, très révélateur, c'est comment on passe comment vous combinez le jeu, le E, et pour finir, et Isabelle l'a lu, sur le nous. Et là, je trouve que c'est là que le livre est vraiment très fort. Mais c'est le côté hybride, et comment vous avez agencé justement des aplats autobiographiques avec des images d'archives, mais des coupures de journaux, des textes pour apprendre aux ouvriers la langue française. Voilà. J'aimerais bien que vous nous parliez comme ça de comment s'est construit le livre. Alors, en fait, les livres, ils se construisent de manière un peu, je dirais, chaque fois similaire, mais prenant des formes totalement différentes en fonction de leur objet. Donc, vous avez dit, il y a beaucoup de livres, en fait. Oui, en même temps, moi, je suis chercheur au CNRS, c'est mon métier, et cette question de la forme, elle est importante parce que d'abord la présence de la première personne, pour moi, elle est première. C'est-à-dire que le livre des vies coupables est paru en 2000. Et ça a commencé par « Je suis un voleur ». C'était pas un voleur de vie, en l'occurrence. J'ai pas trop de... Je vole pas de livres. Enfin, voilà. Non, mais donc cette question du jeu, elle est de toute façon, mais elle n'est pas propre. Elle ne m'est pas propre. Elle est propre. Aujourd'hui, on écrit une histoire située. Là, je travaille, je travaille sur
sur une affaire, enfin pas une affaire, une histoire assez incroyable des premières quintuplées de l'histoire qui sont nées en Ontario en 1934. Et en fait, j'ai rencontré cette histoire en tombant en 2013 dans un marché de Saint-Michel à Montréal sur un tas, une colonne de scrapbook. Donc j'ai rapporté ça au fur et à mesure en France. Et je vais pas me mettre à être québécois ou canadien tout d'un coup. C'est pas possible. Je veux dire, cet objet-là, il est bien à distance. Et là, ce jeu, c'est un jeu situé, c'est-à-dire que je vais pas raconter l'affaire Mohamed Diab alors que je connais Versailles, que j'ai été élevé, et donc ça fait partie, je dirais, de voilà. Enfin, on écrit, c'est ce que c'est bien ce que, enfin, je dirais, puisque c'est lui qui nous a un peu, je veux dire, libéré de ce point de vue-là. C'est ce qu'un Patrick Boucheron dirait, quoi. Enfin, c'est une histoire, voilà, c'est ce que c'est Patrick, voilà, c'est l'histoire il s'écrit quand même à la première personne, même si c'est une histoire d'un nous, mais c'est quand même une histoire située. Après, sur la construction du livre, j'ai pas assez évoqué le fait que c'est un livre que j'ai écrit donc pour Vertical, avec, je dirais, avec Yves Pagès et Jeanne Guillon, qui sont des éditeurs et éditrices avec qui j'ai déjà publié plusieurs fois. Et donc, c'est aussi des livres en dialogue. C'est-à-dire que c'est un livre qui s'est construit dans une forme de... faut imaginer, on le dit pas assez souvent, il faut quand même rendre hommage à ça, c'est qu'un livre, c'est au moins 30 personnes. C'est-à-dire, il y a 30 personnes qui ont travaillé sur ce livre. Donc, à un moment donné, l'iconographie, je la porte, mais l'image, pour qu'elle sorte bien comme ça, il y a quelqu'un qui retravaille dessus. Et le livre, on en a beaucoup parlé avec Yves et Jeanne. Et ce soir, d'ailleurs, c'est la rentrée de Vertical. Donc, vous allez voir les nouvelles sorties de Vertical là, de janvier. Et c'est, comment dire, c'est aussi à un moment donné de dire, là, je trouve que tu vas pas assez loin. C'est pas, moi, je conçois pas l'écriture comme un acte solitaire. J'arrive pas et j'envoie pas mon fichier. Et puis, j'attends la réunion des représentants, de commerciaux qui sont aussi des acteurs du livre. Hein. Autrement, le livre serait, peut-être ici, mais il serait pas ailleurs. En ombre blanche, oui, mais il faut bien qu'il y ait des gens qui, à un moment donné, apportent présentent le livre. Et donc, ça s'est fait comme ça. Ça se fait aussi. J'ai fait lire le livre à cet ami d'enfance, Gilles, qui est dans le livre. J'ai fait lire le livre aussi à la mère de mes enfants, que j'évoque. Ça finit sur sa rencontre, mais voilà, qui est antillaise, puisque c'est dit dans le livre. Donc je peux pas, voilà. Et je dis aussi que c'est pas parce que, c'est la fameuse, c'est pas une blague de Coluche, mais si, c'était une blague de Coluche. Bref, c'est pas parce qu'on a des amis. C'est pas parce qu'on a un ami noir qu'on n'est pas raciste. Et donc, et c'est pas parce qu'on a des enfants métis qu'on n'est pas raciste. C'est pas vrai. Je veux dire, ce serait formidable. Ce serait génial. Il n'y a plus de problème. Donc, il y a aussi ça. Et donc, il y a eu ces lectures quand même, parce que c'est pas un livre qu'on écrit. C'est pas un livre qu'on écrit dans le dos, comme un coup de couteau. C'est pas à bout portant dans le dos, quoi. Donc ça, pour moi, c'est très important. Et puis après, sur la question du montage, ça, c'est aussi l'envie de tenter des choses. C'était pas évident. On a parlé du manuel des manuels d'alphabétisation. C'était pas évident à monter avec. Par exemple,
il faut imaginer les nouvelles de Versailles, c'est quand même drame dans la Médina. Et c'est parce qu'il y a une soirée marocaine et qui finit au couteau, qui finit en bagarre. Et donc le titre c'est Drame dans la Médina, quoi. Enfin, c'est quand même il faut se replonger dans cette presse locale. C'est quand même assez voilà, ça dit quelque chose de ce climat là. Donc, mais choisir ça, mais en même temps aussi ne pas aller dans je suis allé chercher un extrait de Rivarol, mais Versailles, c'est pas que Rivarol. Hein, donc c'est ces éléments-là. Après, de se dire, est-ce qu'on met un portrait, est-ce que je mets, à un moment donné, je voulais mettre un portrait de Louise Michel, parce que c'est à Versailles qu'il a été pris, ce fameux portrait. Et puis, en fait, peut-être, oui, non, et ça, c'est un peu... moi, j'aime beaucoup le côté artisanal de l'écriture. Et puis quand ça se construit, et puis comment ça tombe, et comment aussi, et c'est le propre des bonnes maisons, c'est de faire tomber, comme on dit, de faire tomber le texte dans la page, parce que c'est un métier, et donc il y a une autre personne chez Gallimard qui fait ça. Et sa seule fonction, c'est de faire tomber le texte dans la page, ce qui est quand même un luxe aujourd'hui où certaines maisons se contentent de... bref. Moi, j'avais une question justement sur le point de vue situé, justement, et sa réception. Parce que vous dites qu'il y a on sent bien la nécessité historique aujourd'hui d'écrire ces histoires-là, à la première personne. Et en même temps, je pense que des histoires... du point de vue situé blanc en France, il y en a très 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 peu. Et du coup, je me dis qu'il y a une difficulté en fait à habiter cette position-là. Bien sûr, c'est plus confortable si on dit que c'est, par exemple, si vous aviez été élevé dans une famille d'extrême droite, là, à la limite, c'était confort. Vous voyez, mais là, ce que vous dites, ça relève un peu du commun, quand vous dites racisme ordinaire. Ça. Et ça, je pense que c'est particulièrement difficile. Et moi, j'ai l'expérience, donc dans des enseignements d'histoire, d'essayer de parler un petit peu, parce que c'est de l'histoire féministe, donc le point de vue situé, voilà, un petit peu du point de vue blanc. Et je remarque que ça crée un grand malaise. Et il me semble que ça crée particulièrement un malaise avec des personnes blanches. Et du coup, ça dit quelque chose du lien aussi. C'est-à-dire des choses qu'on ne peut pas dire, ou de ce qu'on met en crise dans le lien quand on dit certaines choses. Et du coup, je m'interrogeais sur... vous dites que c'est un peu une des premières présentations. Pas sur ce que vous sentez, vous, mais quand vous dites ça, mais plutôt sur ce que les autres vous renvoient, puisque déjà, on voit qu'il y a un processus un peu collectif. Voilà. Qu'est-ce que ça crée, en fait, quand vous racontez ça? Voilà. Ouais, merci, cette question qui est... Parce que j'ai dit, là, tout à l'heure, j'ai dit, c'est retour à Versailles. En fait, retour à Versailles, retour à Reims, c'est ce qu'on appelle un transfuge social. Bon, quand on est directeur de recherche au CNRS, qu'on habite Paris 3e et voilà, et qu'on est fils de bourgeois, sans être des très grands bourgeois, mais enfin voilà, avec des propriétés, quand on est propriétaire, multipropriétaire, enfin tout ça, c'est bien au-dessus du salaire médian de 2300 € en France. Et en même temps, c'était... la réaction, c'était... tu t'es pas épargné cette fois, tu t'es encore pas épargné cette fois-ci. Mais je pense que c'est une situation de pouvoir qui permet de faire ça. Et si moi je le fais pas, qui le fait alors? Mais les gens face, ça les met pas mal à l'aise, eux, par contre.
Bah, ça les, enfin, la réception est nulle en fait de ce livre. Non, mais je le dis, c'est très marrant parce que j'ai toujours eu beaucoup de presse. Bah, j'ai toujours eu, enfin, vraiment, j'ai toujours tout eu. Bah, là, j'ai eu ni Libération, ni Télérama, ni Le Monde. Et bon, bah, c'est bizarre parce que ça concerne quand même. Enfin, je sais qu'on lit beaucoup Le Monde à Alger et à Dakar. Mais enfin, bon. Enfin, Le Monde, c'est encore un monde. Mais disons, Télérama, quoi. Télérama, quoi. Mes parents, ils étaient abonnés, mais je suis né avec Télérama, quoi. Comme tout le monde. De toute façon, on peut pas se désabonner, donc, non, mais Télérama, c'était vraiment le truc, quoi. Et Télérama, je ne sais pas, alors que j'ai des très bons rapports avec les gens de Télérama. Enfin, il n'y a pas de conflit. Je ne sais pas pourquoi le livre, ils l'ont pas vu. Et c'est pas après. Je n'en fais pas un. C'est pas très grave parce que comme on sait, par ailleurs, la presse n'est pas prescripteuse. Enfin, mais c'est intéressant de ce point de vue-là. Après, ce qui m'a troublé, c'est que des gens qui appartenaient, ce qui veut dire quand même qu'on est très très loin de l'ouverture disons d'une université qui accepterait. Enfin, on est vraiment dans un entre-soi dans l'université, puisque j'ai reçu plein de messages, y compris oui, je sais pas, une vingtaine de messages de collègues que je connaissais plus ou moins, qui me parlaient de ce qu'ils avaient vécu enfant, et qui était la même chose. Donc ça veut dire que, voilà, ça veut dire que les gens qui sont dans la recherche sont majoritairement des gens qui, sont issus de la... Alors c'est là, on va dire la moyenne bourgeoisie, pas dire parce que aujourd'hui quand on a la grande bourgeoisie, c'est donc, mais à l'époque c'était des gens qui vivaient plutôt pas mal, plutôt bien. Donc c'est aussi ça je pense c'est aussi ça qui m'a intéressé dans cette histoire à rebours. Mais de même, sur le Larzac, je suis revenu au pays et le livre n'a pas très très bien été pris parce que en fait, j'énonce des choses en historien qui sont pas forcément super agréables. Se dire que la lutte sur le Larzac a été en partie liée à la Chambre de commerce parce qu'elle était liée à Roquefort, qui a un complexe. Un fromager qui nourrissait tous les paysans, une grande partie des paysans, c'est pas forcément le légendaire. Mais la réalité, elle est là quand même. Elle est qu'un des types qui était à la tête de ça, ensuite n'était pas franchement à l'extrême gauche, quoi. Donc, non, mais c'est aussi le boulot de l'historien. Et je trouve que là, évidemment, c'est de manière, c'est chez Vertical, donc c'est pas dans l'univers historique. J'aurais pas proposé ça à Patrick Boucheron dans l'univers historique, il l'aurait pas pris, normal et de manière très juste. Mais dans ce lieu-là, comme dans un autre lieu que j'ai de fiction et compagnie au Seuil, c'était possible de faire ça. C'est possible parce que c'est des endroits où on peut attraper des morceaux d'histoire et aussi ou la bibliothèque du XXIe siècle. C'est des endroits où comment dire, ça répond aussi à la question d'écriture, ça. Où on peut essayer je sais pas comment dire, c'est pas du tout se risquer parce qu'il y a aucun il y a pas de risque en tout cas ça peut exister, quoi, parce qu'il n'y a pas si je répondais vraiment à votre question, je pense que c'est beaucoup plus compliqué pour une enseignante comme vous de parler de ce que c'est en fait d'être blanc aujourd'hui, même d'être petit blanc aujourd'hui. Quand je suis allé à Hénin-Beaumont au lycée, invité par un collègue.
c'est assez singulier quand même. Hein. Vous êtes dans une ville qui est RN et vous parlez de mobilisation d'extrême gauche d'anciens élèves de l'école des mines et de gens comme Serge July, etc., qui étaient là, quoi. Enfin, et en fait, c'est compliqué de parler de cette... comment dire, de trouver... je pense que c'est compliqué, c'est absolument nécessaire. Parce que on peut pas faire que de... et pourtant, je promeus cette histoire-là et j'en fais. On peut pas faire que de l'histoire des minorités. C'est pas possible. Parce que si on fait que de l'histoire des minorités, à ce moment-là, on se retrouve... Si on fait que de l'histoire du minuscule, on se retrouve dans une situation où en fait, je sais pas, on vit, on rejoue l'autre, une altérité. Il me semble, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je répondrai. Mais après. Moi, j'ai une question aussi. Ouais, ok. Et c'est par rapport à ce que vous avez dit tout au début. Et vous avez dit les archives d'aujourd'hui, la poussière des archives et les archives Amazon et tout ça. Et que ce que vous mettez ça en lien avec les lieux et genre aller sur les lieux. Donc cette présence physique sur certains lieux dont vous faites l'histoire. Donc si je comprends bien, du coup ces lieux, il y a comme plusieurs strades, non, de différentes du coup temporalité et tout ça. Et vous avez dit que c'est en lien avec une façon de faire un peu sensible aussi. C'est juste, est-ce que vous pouvez, ça passer vite, est-ce que vous pouvez dire quelques mots là-dessus et aussi, je sais pas, est-ce qu'il s'agit de juste aller du coup sur ces lieux et sentir, je sais pas, en termes d'expérience d'historienne sur ces trucs de lieux et voilà, quelques mots. Alors il y a deux, il y a les lieux où l'histoire a eu lieu, et puis il y a les archives. Bon, j'ai blagué sur les archives et la poussière, mais ce qui est, il y a un temps des archives, et ce temps des archives, on en parlait avec Isabelle, parce que maintenant on peut faire dans certains lieux, on peut dans certains centres d'archives, on peut faire des photos. Ce qui veut dire que le temps qu'on prenait de dépouillement, comme quand on est dans un espace, un territoire, quand je suis retourné à Porchefontaine, c'est vrai que j'étais pas retourné dans ces endroits-là depuis que j'étais gosse, quoi. Et moi il y avait déjà des tennis, donc les bidonvilles avaient été déjà rasés. Mais j'ai pris du temps pour marcher, pour regarder, et dans les archives, il y a aussi ça. C'est-à-dire qu'avant, il y avait quelque chose qui était c'était pas interdit, c'est qu'on pouvait pas le faire, ça n'existait pas comme dispositif technique, on ne photographiait pas. Donc, on passait du temps, on faisait des campagnes en archives et donc on arrivait, surtout quand on allait aux archives départementales, on prenait le train et soit si on logeait dans une chambre d'hôtel et tout ça, le matin on était là à 9h et puis à fermeture jusqu'à 17h, quoi. Donc il y avait vraiment ce parallèle entre se promener dans le passé et se promener dans le présent. Ce qui est troublant à Versailles, c'est qu'en fait, et je faisais la remarque à un ami récemment à Paris avec le fait, mais c'est sans doute peut-être le cas à Toulouse, avec la limitation de la voiture, et il y avait l'exposition Caillebotte en même temps. Et en fait, c'était assez bizarre parce que quand on regarde les grandes percées haussmanniennes, maintenant avec moins de voitures, on ressent quelque chose qui pourrait sans doute être proche de ce qu'était le Paris de la fin du 19e. C'est-à-dire, il y a encore des autobus, mais il y a plus cette espèce de flot continu de voitures. Donc,
on voit les gens, on voit beaucoup plus de piétons, enfin, des gens traversés, etc. Donc ça, c'est aussi, enfin, moi, il me semble que c'est un des éléments importants et intéressants. Et c'est aussi pour ça que quand en historien du très contemporain, enfin du contemporain, plutôt du second XXe siècle maintenant, la photographie personnelle est sans doute une des sources les plus intéressantes et les plus riches. Parce qu'elle rejoint les archives et les lieux. Merci beaucoup. On va devoir s'arrêter. Merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup à toi. Merci. Et merci à toutes et tous. Et merci à vous surtout. L'ouvrage de Philippe Artière, À bout portant, Versailles 1972, est publié aux éditions Verticales. Vous venez d'écouter à l'instant une rencontre enregistrée lundi 27 janvier 2025 à la librairie Ombre Blanche et réalisée mise en onde par Radio Radio en partenariat avec Radio Radio Plus et Radio Terre. Když nemáš, tak rád můžeš mít.